Bonjour et bonne année à toutes et tous, et ben voilà, on y est, mon premier top des séries qui ont été diffusées cette année sur ma chaîne. Alors quand je dis top, on va rappeler que je ne dis pas forcément que ce sont les meilleures séries qui ont été diffusées cette année, mais en tout cas c'est moi les séries cette année que j'ai préférées. Alors, les séries que j'ai regardées, il y en a à peu près une soixantaine cette année qui ont été diffusées en 2024, alors j'ai pas tout vu, par exemple je n'ai toujours pas vu la série House of the Dragon, ni la saison 1 ni la saison 2, je n'ai pas vu la série Shogun, voilà, il y a plein de séries comme ça que j'ai loupées. Donc pour ceux qui veulent, je mettrai en description toutes les séries que j'ai vues cette année, et pour ceux qui veulent, mettez votre top dans les commentaires pour qu'on puisse parler de ce que vous avez vu ou pas, ce que vous avez préféré cette année. Mais avant qu'on commence le top, j'aimerais parler des mentions honorables, voilà, les séries que j'ai bien aimées, mais qui ne figurent pas dans le top pour diverses raisons. Voilà, on va par exemple Bouchon de Enercost, j'adore tout ce que fait Enercost, elle avait déjà fait une série sur YouTube en 2 saisons je crois, et là cette série donc Bouchon, j'ai fait un short d'ailleurs pour parler de cette série, vous pouvez le voir sur ma chaîne. J'adore tout ce qu'elle écrit, j'adore tout ce qu'elle réalise, vraiment les familles dysfonctionnelles, elle adore ça, et moi aussi j'aime bien comment elle les écrit. Vraiment, Enercost, la prochaine fois que tu fais une série, j'aimerais vraiment que tu aies un plus gros budget pour pouvoir faire une saison plus longue. Alors après, peut-être que ce serait plus compliqué, je ne sais pas, peut-être que tu n'as tout simplement pas envie, mais en tout cas, sache que de mon côté, j'adorerais regarder un format plus long. Il y a aussi la série Lyonnaise, j'ai beaucoup aimé la 2e saison. Alors, la première saison, je l'avais trouvé pas terrible, c'est-à-dire que je trouvais que c'était en fait un peu random. C'est-à-dire que les séries d'infiltration sont toujours racontées un peu de la même manière, et là encore une fois, c'est les mêmes thèmes, expliqués de la même manière. Voilà, l'infiltré qui va commencer à développer des sentiments avec sa cible et qui va demander à, qui va commencer à remettre en question la légitimité de son gouvernement et tout ça. Voilà, on a vu ça 36 fois, et je trouvais que là, il n'y avait pas plus d'originalité que ça. Alors que la 2e saison, ce qu'elle va faire, c'est qu'en fait, elle va sacrifier tous ces thèmes-là pour nous faire une série où il y a beaucoup plus d'action, et vraiment, ça marche. Aussi, on mettra beaucoup plus l'accent sur les problèmes liés à la gestion des agences secrètes de différents pays, voilà, entre les États-Unis, la Russie, la Chine et tout le bordel que ça crée. Donc, j'ai beaucoup aimé. Par contre, les 2 épisodes, ils préfèrent tout sacrifier les thèmes qu'ils ont explorés pendant cette saison pour nous faire 2 épisodes centrés autour de l'action, voilà, juste une opération militaire qui est faite, mais de la pire des manières, je veux dire, l'action, enfin, l'opération pas en tant que telle, mais vraiment de la façon dont elle est réalisée, scénarisée et même dialoguée, oh là, c'est vraiment hyper lambda et hyper creux, quoi. Donc j'ai été très déçu par la fin de cette saison, voilà pourquoi elle n'est que dans les mentions honorables. Donc il y a aussi Polar Park que j'ai aimé. Alors Polar Park, je ne connaissais pas, mais apparemment, il y a eu un film qui reprenait le même univers, c'est-à-dire que ça a été écrit par le même mec, c'est dans la même ville, et c'est avec les 2 personnages principaux qui jouent les mêmes rôles que dans le film ou dans Polar Park. Alors par contre, j'ai pas très bien compris si c'était la suite du film ou si c'était juste une autre histoire, mais avec les mêmes personnages dans le même univers. Bon, en tout cas, regardez, c'est une histoire policière dans la ville où il fait le plus froid en France. C'est joué avec un Jean-Paul Roux, voilà, qui joue, je crois, un écrivain qui revient dans sa ville natale pour élucider un meurtre, et vraiment, c'est très bien fait, juste, bon voilà, ça reste une série à la française, et il n'y a pas trop de surprises au-delà de ça, mais c'est très sympathique, moi j'ai beaucoup aimé. On aura aussi eu The Franchise cette année, alors The Franchise, je sais qu'elle a été beaucoup décriée et beaucoup critiquée. Je comprends toutes les critiques, mais moi j'ai bien aimé le concept. Hein. Le concept, je le trouve très très fort et très très marquant. Voilà, c'est l'histoire d'une équipe de tournage qui s'est tournée donc un film de super-héros dans une licence très connue. Donc clairement, c'est les Marvel qu'on va critiquer tout le long de la série, et on va suivre un assistant réalisateur qui essaie de gérer le merdier en gérant les problèmes liés au réalisateur joué par Daniel Brühl, un producteur exécutif qui est joué par une personne qui vraiment imite à la perfection Kevin Feige, en tout cas l'image qu'on se fait de Kevin Feige. Je comprends toutes les critiques qui lui sont adressées, mais je trouve quand même que le concept est très fort, vraiment de montrer qu'un tournage de série qui se veut en plus dans une franchise style à la Marvel ou à la DC peut être perturbé par plein de trucs, que ce soit des rajouts des producteurs, des rajouts des financiers, des producteurs, même des envies des réalisateurs, et tout ça me foutre un merdier pas possible et nuire vraiment à la cohérence d'une œuvre. Regardez, faites-vous vos propres idées. Moi j'ai bien aimé, même si effectivement, voilà, la série a beaucoup de critiques, non seulement son rythme et son côté un peu répétitif dans comment elle explique, elle narre les épisodes. Puis Fiasco, je pense que tout le monde a à peu près apprécié. Voilà, on était juste, comme moi, beaucoup à se demander si on voulait nous intégrer une histoire de making-of qu'on nous raconte. Il y a plusieurs moments où le fait de filmer des actions pour un making-of n'a aucun sens. Voilà, comme par exemple, je l'avais dit dans ma vidéo, le fait quand ils se rencontrent dans un parking, ça n'a aucun sens de tourner ça pour un making-of, et en fait ça trahit un peu le twist qui va arriver dans plusieurs épisodes. Mais il y avait quand même pas mal de scènes marrantes, des bons dialogues. Igor Gottesman, c'est un gars qui sait vachement bien bosser ses dialogues. Le nombre de dialogues burlesques et vraiment qui m'ont pété de rire dans cette série, il y en a un maximum. Donc si vous n'avez pas encore regardé la série Fiasco, vraiment foncez. Et quand je sais qu'il y a peut-être une nouvelle série qui va arriver cette année écrite par lui, je la regarderai aussi sans souci.
Alors maintenant, passons au top. Alors quand je dis top, je vais simplement vous dire les séries que j'ai préférées. Voilà, on va pas aller de 10 à 1, j'arrive pas à noter les séries comme ça. Moi perso, quand on demande de noter les séries, j'ai un peu l'impression qu'on demande de me déterminer qu'est-ce qui est le mieux entre un burger et des pâtes. Voilà, j'y arrive pas, vraiment, on peut pas juger de la même façon une série d'action, une série sociale ou une série romantique. C'est tellement différent. Donc, je vais simplement vous énumérer comme ça les séries qui, pour moi, rentrent dans le top. Donc, on va commencer par American Nightmare, sorti sur Netflix en début d'année. Alors, j'entends que pas beaucoup de gens ont vu cette série. C'est une série documentaire en 3 ou 4 épisodes de true crime. Donc, on va nous raconter, en fait, l'histoire d'un homme qui appelle la police et qui déclare que, pendant la nuit, lui et sa copine ont été séquestrés par des gens cagoulés. Et au bout de plusieurs heures, lui a été relâché pendant que sa copine a été enlevée. Donc tout ça va se lancer, toute l'enquête pour retrouver la personne va se lancer, et je crois que la fille va réapparaître 3 jours plus tard, et sans aucun marque de blessure sur elle, et elle va déclarer s'être fait violer pendant plusieurs jours, mais le problème, c'est que, en tout cas le problème pour la police, c'est que elle n'a pas le profil type de la bonne victime. Elle va raconter son viol avec beaucoup de recul, avec peu de tristesse, elle est très calme quand elle raconte ça, et du coup, juste avec ça, la police, du coup, va se mettre à la suspecter d'avoir tout inventé pour je ne sais quelle raison, et du coup, tout va se renverser sur elle, et donc cette série va un peu nous expliquer le problème d'avoir des bonnes ou des mauvaises victimes, en tout cas pour la police. Vraiment, c'est assez fou. Alors déjà, ce qui est assez fou, c'est que, bien sûr, on va apprendre par la suite en fait, elle disait la vérité, mais en fait, elle va être sauvée par une policière américaine d'une autre ville, je crois, qui va enquêter sur ses propres heures où elle ne travaille pas, pour résoudre cette affaire, et vraiment, on peut lui dire, mais merci à elle. Et c'est un peu une... Alors je vous préviens, si vous regardez cette série, faut vraiment ayez le cœur bien accroché, parce que la détresse, est-ce qu'a vécu cette femme, c'est assez horrible, dans les deux sens. Qu'est-ce qu'elle a vécu dans ces histoires, et en plus ce qu'elle a vécu avec la police et l'instruction, comment ça s'est passé, c'est vraiment les 2 violences qu'elle va connaître, la double peine, comme on dit. Donc quand même, il faut avoir le cœur bien accroché, hein. Si vous avez un peu une grosse sensibilité au true crime ou aux agressions sexuelles, ne regardez pas ça, parce que ça va pas vous donner confiance dans l'humanité, ou en tout cas dans la police américaine. Même si, bon, on n'avait déjà pas beaucoup de confiance dans cette police-là. Mais sinon, si vous aimez bien, en plus, regardez, c'est en 3 épisodes, ça se regarde plutôt vite, et c'est vraiment, mais moi je trouvais à la fois fascinant, et mais ça fait peur, c'est une histoire qui fait vraiment peur sur la justice américaine et comment elle juge juste des récits qu'on leur raconte. Parce que là, on leur demandait juste de croire une pauvre femme qui leur explique qu'elle a été violée, et comment ils ont essayé à retourner ça. Enfin bref, regardez, c'est vraiment pas mal. À côté, on avait aussi The Day of the Jackal, voilà, qui était donc une nouvelle adaptation du roman et du film éponyme, hein, du même nom, et aussi, moi j'avais jamais vu le film de base, ni le roman, mais j'avais vu le vieux film avec Bruce Willis et Richard Gere, je crois que ça s'appelait juste The Jackal, je mettrai l'affiche juste ici, moi j'avais juste vu ça, donc j'ai commencé cette série, et vraiment, elle est vraiment pas mal. Donc voilà, sans grande surprise, The Day of the Jackal, ça nous raconte l'histoire du Jackal, un tueur à gages qui se fait employer par plein de gens pour tuer un gars, qui va se retrouver, du coup, employé par un empire, par un gars qui détient un empire financier, pour tuer un autre gars qui veut lancer un produit révolutionnaire, et normalement qui va être libre à tous. Voilà, c'est un gars qui va un peu révolutionner le marché financier avec un truc beaucoup plus libre. Et ce qui est assez intéressant dans cette série, c'est que, donc voilà, on va nous raconter comment le Jackal va se retrouver traqué par un officier des services britanniques. Au final, c'est le Jackal, donc joué par un Andy Ratmer, qui en plus se donnait à fond pour le rôle, il parle plusieurs langues, et vraiment, il a un registre assez minimaliste, et vraiment, c'est un personnage qui cache en permanence ce qu'il pense et ses émotions, et donc, au final, c'est lui qui se retrouve le plus humain, et je dirais de la manière la plus fine, son métier, l'officier de service britannique. Ok, elle veut faire le bien, et elle veut arrêter le Jackal, donc c'est un tueur à gages, hein, donc moralement répréhensible, mais elle le fait de la pire des manières, sa traque. Elle est capable d'utiliser une enfant pour faire du chantage à sa mère pour qu'il lui file des infos. Quand sa fille va mourir, elle va totalement lui cacher et lui dire qu'au final c'est de sa faute. Elle fait des choses de la pire des façons, et surtout sans grande justification. À chaque fois qu'elle commet des choses assez répréhensibles moralement, en plus, elle a aucune raison de les faire. Elle les fait parce que juste, c'est plus facile, c'est plus rapide. Au final, on a plus de l'empathie pour le Jackal, qui, ok, il tue peut-être des gens, mais il le fait sans grand plaisir, il le fait sans grand sadisme, il les tue simplement d'une balle en tête et puis il passe à autre chose. Et au final, lui, il aspire à beaucoup de liberté, il espère faire un assez gros coup pour qu'on puisse lui donner suffisamment d'argent pour qu'il puisse arrêter le métier et vivre sa vie tranquille avec sa femme et son fils.
Ce qui est aussi marrant, c'est qu'on va nous représenter, on va nous montrer que son business, on nous présente un peu comme une entreprise. C'est-à-dire que comme toute entreprise, il a ses clients qui ne veulent pas le payer, il a ses clients qui sont assez sur son cul et passent leur temps à lui dire comment il doit faire son travail, et vont même lui envoyer des gens, lui coller au cul pour bien vérifier qu'il fait bien son travail. Donc, pour ces deux points-là, je vous conseille de regarder The Dove de Jackal. C'est une traque d'un tueur en série sur sa cible, et à la fois, c'est la traque d'une agent britannique sur un tueur à gages, donc le Jackal. Mais par ces deux points-là, ça change beaucoup des autres séries du même genre. Et maintenant, parlons de la série Loup-Garou sur Canal+. Et non, je parle pas du Loup-Garou sur Netflix, je joue avec Franck Dubosc et Jean Reno, ça c'était une daube ce truc. Là, je parle bien de la série qui va nous montrer un jeu, le jeu adapté en format série télé, un peu télé-réalité. Bon, pas trop télé-réalité, mais surtout série télé. Ça, c'est vraiment une très bonne adaptation. Au contraire de Loup-Garou Netflix, qui a été adapté de la pire des façons, à mon sens, Loup-Garou là, ils ont très bien adapté le truc. Déjà, ils ont enlevé le maître de jeu. Ça, c'était vraiment une très bonne idée. Et donc, c'est les personnages qui vont découvrir eux-mêmes leur propre rôle. Ils vont devoir un peu voilà, essayer de ne pas se faire tuer et arriver jusqu'au vivant, jusqu'à la fin de la partie. Et en plus, il y a un casting, mais ils ont très bien réussi leur casting. Ils sont passés par un ex-agent de la DGSE, un mentaliste, une joueur de poker, une personne qui est, je crois, experte en algorithme, une personne qui sait très bien décoder les expressions et les mouvements du corps. Ça, encore une fois, c'est très bien d'avoir pris un casting comme ça. Bon, alors, au final, il y a un gars, on sait pas trop ce qu'il fout là, voilà, on nous explique qu'il a fait 10 000 parties de loup-garou. Déjà, qu'est-ce qu'on en sait? Et ensuite, oui, d'accord, et... Enfin, on sait très bien qu'au final, le loup-garou, c'est pas forcément le joueur qui a joué le plus de parties qui est le meilleur. Mais bon, ça, à la limite, okay, pourquoi pas, ils ont essayé de mettre un truc comme ça. À voir s'ils remettront la même dans la seconde saison. Mais ça, c'est très bien. Et en plus, en tant que spectateur, on ne connaît pas tous les rôles au début de l'histoire. C'est-à-dire que je crois qu'on connaît un seul des loups-garous. Il y aura 3 loups-garous, donc on n'en connaît qu'un seul. 3 ou 4 épisodes plus tard, on va donner l'identité d'un deuxième. Et vraiment, le dernier loup-garou, on va l'apprendre, je crois, avant-dernier épisode, avant de finir la saison. Donc ça, c'est très bien, parce qu'au final, on est un peu comme les joueurs, sachant que nous, on connaît à peu près, je crois au début de la série, on connaît, enfin au début du jeu, on connaît à peu près les rôles de 1/3 des gens. Et ce qui final que, ça c'est aussi intéressant, parce que non seulement il y a des joueurs qu'on sait, par exemple, qui sont villageois, ils ont des comportements, mais en tant que spectateur, on est là, on fait, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Nous, on sait que t'es un villageois. Mais en faisant ça, mec, t'es hyper suspect, quoi. Donc, qu'est-ce que tu fais ça? Donc, on se demande vraiment, les loups-garous, est-ce qu'ils vont survivre, ceux qu'on connaît, et ceux qu'on connaît pas, on essaie aussi de les trouver. Donc, c'est vachement bien foutu. Mais écoutez, ça a plutôt bien fonctionné, donc encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, vraiment regardez-le, je crois que c'est dur 6 ou 7 épisodes de 30 minutes, ça marche plutôt bien, donc, encore une fois, allez-y, moi, j'ai adoré. Aussi, en série que j'ai adoré cette année, il y a la série Culte, donc, qui nous a raconté l'arrivée du Loft, et comment la série a été produite et donc diffusée, et quels ont été les impacts à la fois dans la production et après dans la diffusion. Moi, je trouve que cette série a été vachement bien faite, hein. Et en plus, j'ai entendu voilà, Jean-Edouard qui est venu nous dire oui, mais la série, elle raconte pas le réel, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Sans déconner, Jean-Edouard. Alors, pour Jean-Edouard et pour les gens qui ignorent peut-être ça, un fait réel, quand il est raconté et adapté, que ce soit en film ou en série télé, il retranscrit très rarement le réel à 100%. Pourquoi? Parce que le réel, il fonctionne pas selon les codes de la narration qu'on a l'habitude de connaître. Il n'est pas en 3 actes, il n'y a pas des rebondissements, il y a des fois pas des enjeux, des problématiques, ou même un avancement dans l'intrigue. Donc il faut créer tout ça. Et souvent, bah oui, ça, on le crée un peu artificiellement, en rajoutant des choses qui n'existent pas. Oui, Jean-Edouard, on a changé la série, oui, c'est pas la même chose. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une série ou un film qui raconte un événement réel, il y a toujours quelqu'un pour arriver et dire oui, c'est pas vraiment comme ça que c'est passé, c'est pas comme ça. Il y a eu des changements. Oui. D'accord, alors est-ce que dans la promotion, ils te t'ont dit « ceci est absolument et tout est véridique » Non, encore une fois, ils ont dit qu'ils ont fait des choix, ils ont dit qu'ils ont opéré des changements. Donc encore une fois, pourquoi se plaindre de ça? Par exemple, je trouve qu'il y a un bon parti pris, c'est qu'on aurait pu nous faire simplement une série culte qui nous racontait Love Story, en nous montrant simplement la production avec comment elle opère sur les différents candidats de Love Story, et montrer par exemple Jean-Edouard, Loana et tout. Mais oui, alors, ils vont un peu faire ça, mais ils vont surtout s'attarder sur la guerre qu'il y avait à ce moment-là entre TF1 et M6, et comment l'arrivée de la télé-réalité, donc de Love Story, va proposer un changement d'ordre sur TF1 M6, parce qu'au début de la série, on nous montre bien que M6, même s'ils sont un grand groupe et tout, quand il y a la réunion avec TF1, on nous montre le directeur de TF1 qui arrive en hélico, qui se pose sur le toit de TF1. Voilà, c'est une façon d'asseoir la domination de TF1 sur M6, d'asseoir que là, on parle de TF1, on parle d'un empire, le gars arrive en hélico, s'il te plaît, hein, donc toi qui arrives en taxi, tu joues pas dans la même cour qu'eux. Mais l'arrivée de Love Story et le fait qu'ils vont récolter des parts de marché qu'ils n'avaient jamais récoltées avant, une audience de folie,
va changer cette dynamique-là, et va se mettre que TF1, finalement, ils vont regarder FM6 en mode, bon bah regardez, eux ils y arrivent, faudrait peut-être que nous maintenant on se mette aussi à la page. Ça, c'était très bien fait. Et puis c'est aussi intéressant de nous montrer qu'à l'époque, quand on regardait la télé-réalité vraiment arriver au début des années 2000, vraiment on comprend pas trop ce qu'on regarde. Et c'est un peu le cas dans beaucoup de scènes qu'on va nous montrer la production qui regarde le format qu'ils vont adapter, donc un format qui est passé dans un autre pays. Et à ce moment-là, donc il y a une phrase qui est sortie par le personnage qui joue Alexa Laure-Joubert, et qui dit « Je sais pas si je dois trouver ça débile ou si c'est du génie ». Et voilà, c'était un peu cet état d'esprit-là dans lequel on était quand on a découvert la télé-réalité au début des années 2000. Mais donc, regardez ça, moi je trouvais que ça passait super bien, et j'attendrai la saison 2, qui parlera donc du boys band To Be Free. Et aussi, en autre série française qui m'a marqué cette année, il y avait la série Homejacking. Alors Homejacking, j'ai déjà fait une vidéo pour parler de cette série, donc au pire je vous la mettrai là, cliquez si vous voulez en prendre plus, moi je vais juste résumer grossièrement ce que j'en ai pensé. Je vous en dis encore une fois peu, parce que j'ai pas trop encore une fois envie de vous spoiler, mais donc voilà, on va regarder comment ces petits bourgeois réagissent à la séquestration qu'ils vont vivre. Et encore une fois, ce qui est fascinant dans cette série, c'est qu'ils vont nous montrer vraiment la maison dans laquelle ça se passe, parce que donc c'est un huis clos, et la maison est vraiment montrée comme un personnage, avec ces différentes salles qu'on va découvrir au fil de la série, sont montrées comme des différentes facettes des gens qu'on va voir apparaître, et comment tout ça va se jouer. Et de toute façon, Isabelle, c'est le meilleur personnage de la série. Comme j'ai dit dans ma critique, elle a une façon de regarder le monde et une façon de juger les actions qu'elle voit, et même de prendre des décisions, des fois des décisions qui sont assez graves, ou en tout cas des décisions assez lourdes de conséquences, et elle les prend très facilement, et avec beaucoup de sérénité, limite trop, c'est trop sain, enfin, elle a une façon beaucoup trop calme de prendre ses décisions. Mais la série va nous montrer comment elle en est arrivée là, et qu'est-ce qui fait que maintenant elle est devenue assez froide et qu'elle prend justement des décisions assez graves très facilement et sans aucun problème, sans aucun état d'âme. Donc voilà, si vous voulez voir la série, lancez-vous. Pareil, elle dure que 5 épisodes. C'était enfin encore une fois, pour moi, une des séries qui m'a le plus marqué cette année. Donc maintenant, on va parler de la série Disclaimer, portée par Alfonso Cuarón. Je crois que c'est lui qui l'a totalement écrit et réalisé. Donc ça va nous raconter une documentariste jouée par Cate Blanchett qui va recevoir un ouvrage, ou en tout cas un livre pas encore publié, qui va la mettre dans tous ses états, qui parle d'une relation qu'elle a vécue il y a une vingtaine d'années avec un garçon, et donc comment cette relation va bouleverser toute sa vie, et va ramener des choses qu'elle a enfouies auprès d'elle, et donc elle a cachées, non seulement à son mari, mais aussi à son fils, et donc elle va devoir gérer tout ça. C'est vachement bien. En plus, la série, mais elle tient toutes ses promesses, c'est qu'à la fois, la série nous dit au début qu'il faut faire attention à la forme, parce que la forme prend pas sur ce que nous on va penser de la série, mais il faut pas regarder la forme, il faut juger le fond. Et ça, ils le disent, et on a une facilité à l'oublier assez vite. Et au final, la série, quand elle nous le ramène à la fin de sa saison, nous pète à la gueule, parce que oui, elle nous montre que on a des préjugés en nous en tant que spectateurs, mais aussi en tant qu'humains. Enfin, la série est portée par un casting de folie. Hein. Voilà, Cate Blanchett, Kevin Kline et Sacha Baron Cohen. Voilà, Sacha Baron Cohen, c'est le premier rôle dramatique que je vois de lui. Je suis un gars qui a vu peu de films de sa carrière, je connais surtout pour forcément Borat et compagnie. Rien que pour ça, ça mérite votre visionnage, sa prestation, parce que vraiment il nous joue un père de famille qui va être rongé par le doute, et le doute dans lequel va plonger les mensonges de sa femme. Ah non, mais en plus, Alfonso Cuarón, c'est quelqu'un qui maîtrise quand même vachement sa narration, il sait comment conter ses histoires, c'est un gars qui a plus besoin de le prouver, hein, depuis de façon Harry Potter, Gravity ou autre, c'est un gars qui sait très très bien comment raconter ses histoires, et encore une fois, il le montre bien. Comme je vous disais, la série, dans ses premiers instants, nous dit qu'il faut faire très attention à comment on nous raconte une histoire. Et au final, ça c'est super bien, parce que on va nous montrer comment un deuil, parce que en fait l'histoire de Kevin Kline, c'est l'histoire d'un père qui a perdu son fils, et donc qui publie le roman pour se venger, parce qu'il pense que Cate Blanchett a quelque chose à voir avec ça, à voir avec la mort de son fils il y a 20 ans plus tôt. Et on nous montre comment le deuil peut affecter des gens, c'est-à-dire qu'ils se mettent à se réinventer une histoire, vraiment réinventer, réécrire l'histoire qu'ils ont eue avec une personne. Voilà, si vous voulez voir un thriller psychologique qui est basé sur la narration et le montage et le point de vue, c'est très très bien foutu. Et forcément, une autre série qui m'a marqué cette année, c'est la série Machine, diffusée sur Arte. Voilà, j'avais aussi fait la critique, je vous mettrai un lien pour que vous puissiez aller la voir. Mais vraiment, qu'est-ce que c'était drôle, et qu'est-ce que c'était jouissif en tant que Français. Une série qui mélange à la fois une série ultra sociale, qui va nous parler donc d'une entreprise, une usine qui
qui subit un plan de licenciement et donc qui va possiblement se faire racheter par un autre groupe, donc possiblement ils vont se faire virer ou délocaliser ou je ne sais pas, et donc ils se montent un plan social pour essayer de sauver l'entreprise, en tout cas de la rendre en coopérative, donc qui va nous rappeler en plus des principes marxistes, mais en plus c'est une série d'actions où il y a beaucoup de scènes qui vont nous faire des références à Kill Bill ou à John Wick, portées par une Margot Bancillon, vraiment pareil, qui s'est donnée pour le rôle, elle s'est donnée, elle a fait des heures d'entraînement, c'est elle qui fait ses propres cascades, et pareil, en termes de casting, mais encore une fois, Joe Star, mais qui joue un marxiste qui fait du vélo, mais rien que pour ça, mais regardez la série, c'est vraiment à se tordre de rire quand on connaît Joe Star. Ok, d'accord, il joue un personnage, ça y a pas de souci, mais même quand on voit Joe Star qui arrive avec son casque de vélo et qui prône le vélo comme moyen de guérir une dépression ou quoi, mais c'est à mourir de rire. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et pareil, Alexandre Philippe, c'est un acteur que j'aime beaucoup, et le voir jouer, voilà, encore une fois, quelqu'un qui en plus se lâche, hein, c'est-à-dire qu'il joue vraiment l'ouvrier qui se parle quasiment que en insulte. Vraiment, il dit quoi à ses potes, il dit arrêtez de faire chier la bite. Putain, ça faisait un moment que j'avais pas entendu cette expression, vraiment, elle m'a sorti de nulle part. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Pareil, sa sélection musicale, le fait que on nous ramène des morceaux des débuts des années 2000 ou fin des 90, mais que ce soit ancré dans l'histoire, parce que c'est des cassettes qu'a donné la grand-mère de Margot Bancillon, qui étaient des cassettes qu'elle a fait à l'époque où sortaient les hits, pour justement la tenir au courant parce qu'elle était, je crois, en opération militaire, donc pour la tenir au courant des hits qui étaient sortis cette année pour qu'elle reste, entre guillemets, dans le game musical, ça marche très très bien, et au final, on a le droit à des scènes de combat où il y a du Anastasia, mais c'est à mourir de rire. Mais allez-y, franchement, regardez ça, en plus c'est pareil. En plus maintenant, je crois qu'elle est disponible sur Arte, elle est disponible sur Prime, donc vous n'avez plus de raison, vraiment, si vous n'avez pas regardé Machine, il faut regarder, c'est vraiment très très bien. Et aussi, comment je ne pourrais pas vous parler de la série Le Pingouin sur HBO Max. En plus, Le Pingouin, mais vraiment, The Penguin, c'était une série, mais vraiment, le premier épisode, c'était mal barré, hein, parce que le premier épisode, il m'avait, mais pas du tout plu. J'avais trouvé ça assez chiant, c'était beaucoup de dialogues, mais où il se passait pas grand-chose, et surtout des dialogues qui reposaient quand même sur pas mal de poncifs. C'était dur. Mais au final, dans la série, au fil des épisodes, ça s'améliore beaucoup. De toute façon, dès le deuxième et dès le troisième épisode, c'est beaucoup mieux. Donc les gens qui ont lâché dès le premier épisode, vraiment, essayez de regarder au moins jusqu'à l'épisode 4. Si au bout de l'épisode 4, vous n'appréciez toujours pas, très bien. Mais alors l'épisode 4, c'est un flashback qui est tellement bien, je crois que c'est même le meilleur épisode de cette saison. Enfin bref. Le Pingouin, ce qui est fort avec cette série, c'est que le Pingouin, il est vraiment présenté comme un espèce d'alter ego à Batman. C'est vraiment que Batman, c'est un gars qui vient des quartiers riches, là, c'est un gars qui vient des quartiers pauvres. Batman, c'est quelqu'un qui veut arrêter la pègre. Le Pingouin, c'est quelqu'un qui a juste voulu intégrer la pègre pour mieux, si vous voulez, la révolutionner et créer son propre système. C'est-à-dire qu'il est resté suffisamment de temps dans la pègre pour gravir les échelons, une fois qu'il est suffisamment haut pour renverser la table, l'échiquier, ce que vous voulez, et créer son propre système. Ça, c'est vraiment très bien foutu. Et lui aussi, comme Batman, il va avoir son Robin informé, sauf que là, c'est une personne qui s'appellera Victor, mais au final, dans le procédé, c'est la même chose. Et aussi, Sophia Falcon, elle est aussi montrée un peu comme une phase d'une même pièce du Pingouin. C'est-à-dire qu'elle aussi, comme le Pingouin, elle est assez méprisée et rejetée par toute la pègre, mais c'est une personne qui est, comme elle est sous-estimée, comme le Pingouin, parce que le Pingouin, tout le monde le sous-estime assez facilement, parce que il est trapu, il est pas très intelligent, il a une façon de parler, vraiment des bas-fonds, tu vois, avec cet accent qui parle comme ça, on comprend la moitié des choses qu'il dit. Mais à cause qu'il les sous-estime, les deux, ils vont pouvoir faire un renversement de la table et essayer leur coup d'état, parce que Sophie Falcon, pour ceux qui ont suivi la série, vous savez qu'elle va elle aussi tenter un coup d'état, et au final, elle va se retrouver en concurrence avec le Pingouin, et aussi le Pingouin, mais ce qui est très bien foutu, c'est qu'on nous montre que la force du Pingouin en tant que personnage, c'est aussi pourquoi on le déteste, nous, en tant que spectateurs, quand on le regarde, c'est que, mais il a aucune race, il a vraiment aucune loyauté, c'est quelqu'un qui est capable de retourner sa veste, soit s'il se sent assez dominant pour pouvoir écraser le type, soit s'il se retrouve dans la merde, mais il peut donner tout le monde, et je crois que tous les 2 épisodes, il trahit quelqu'un. Il ne fonctionne que par trahison, il n'arrive à fonctionner que comme ça. Et aussi, ce qui est fascinant avec le Pingouin, c'est que quand il essaie de ramener quelqu'un à sa cause, que ce soit un gars des bas-fonds qui essaie de tirer pour dire venir dans son gang, ou que ce soit un de ses concurrents qui essaie de rallier à sa cause contre une autre personne, on ne sait pas s'il croit vraiment en ce qu'il dit, ou s'il dit ça uniquement pour manipuler l'autre et arriver à ses fins. À chaque fois, il est dans la limite, et des fois c'est le cas, des fois on le sait, mais des fois pas vraiment. Enfin, on ne sait jamais vraiment ce qu'il pense, on ne sait que ce qu'il dit aux autres. Et même quand il parle avec sa mère, des fois on nous montre que sa mère, il peut la manipuler, des fois il peut lui mentir sans aucun problème. En plus, la série arrive à bien gérer les différentes ambiances entre
l'ambiance réaliste et l'ambiance un peu comique, c'est même parfois théâtrale. Le nombre de tirades qui sont sorties par justement le personnage du pingouin, et des fois on se dit mais on a l'impression qu'on regarde une pièce de théâtre, quoi. C'est assez bien foutu. Même si au final, je suis un peu, comment dire, je m'interroge beaucoup sur la pertinence de choisir Colin Farrell pour au final lui mettre tout un tas de prothèses qui fait qu'on le reconnaît pas du tout. Enfin je veux dire, si on nous avait jamais dit que c'était Colin Farrell qui joue le pingouin, je suppose que personne ne l'aurait jamais su. Et moi je me demandais un peu, mais si on prend un acteur, et qu'au final on lui met tout un tas de prothèses, qui fait qu'on ne le reconnaît plus, pourquoi on l'a pris? Enfin, je ne comprends même pas. C'est-à-dire que si un acteur, au final, on le choisit même plus pour sa gueule, on le choisit pourquoi? Parce qu'à ce prix-là, vas-y, on prend Colin Farrell, on lui met tout un tas de prothèses, comme ça il pourra jouer un mince, un maigre, un gars avec des cheveux, un gars chauve. Enfin, il y a un moment, il faut quand même que l'idée d'un acteur repose un tout petit peu sur son physique. Si maintenant on dit qu'on peut prendre n'importe qui et le recouvrir de tout un tas de prothèses qui fait qu'à la fin, on le reconnaît, il a même plus mais 1% de ce à quoi il ressemble normalement, pourquoi le prendre? Je comprends même pas. Et donc c'est le seul truc qui m'interroge beaucoup, en plus quand on sait qu'il passe, je crois c'est 5 à 6 heures par jour en maquillage, pourquoi ça serait pas plus intéressant de chercher quelqu'un qui a la gueule et au moins, si ce n'est pas la stature, mais au moins la gueule du pingouin? Ça serait pas mieux de faire ça que plutôt de prendre un gars qui n'a rien à voir avec lui physiquement et de le grimer? Ça c'est le seul truc où je comprends pas et vraiment je m'interroge beaucoup. Mais à part ça, la série était bien écrite, bien montée, bien mise en scène, donc allez-y. C'est pareil, ça fait partie des tops que j'ai préférés cette année. La série qui m'a le plus marqué aussi cette année, en tout cas en termes documentaires, c'est la série DJ Mehdi diffusée sur Arte. Alors je ne connaissais pas DJ Mehdi, voilà, je suis désolé, mais je ne connaissais absolument pas ce gars-là, qui a une vie, enfin pas, je dirais pas tragique, mais bon, sa fin est un peu tragique, parce que c'est quand même un gars qui est décédé à 34 ans, je crois, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Pour moi, de toute façon, il y a deux trucs auxquels on reconnaît un beau documentaire, c'est déjà le nom d'intervenant. Pour moi, un bon documentaire, c'est un truc où il y a beaucoup d'intervenants, pour qu'on ait un nombre d'opinions assez élargi, et à la fois assez, voilà, qu'on ait un bon panel, quoi. Et aussi, faut qu'on ait beaucoup, mais beaucoup d'archives, et surtout des archives vidéo. Moi, je sais pas pour vous, mais le nombre de documentaires que j'ai regardé où c'est simplement 3 gars assis sur une chaise, et à côté, on a juste des images dans lesquelles on zoome dedans, ça pendant 1 heure et demie, moi, c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup, et c'est quelque chose au bout de, je pense, 1 heure et demie, j'en ai vraiment marre, quoi, de regarder ça. C'est très lourd et très chiant à regarder. C'est pour ça, par exemple, que la série de documentaires Apocalypse, elle avait fonctionné. C'est parce qu'il y avait une quantité d'archives vidéo qui avaient été recolorisées et tout, qui était absolument magnifique. Et là, encore une fois, sur DJ Mehdi, c'est le cas, veut dire le nombre d'intervenants qu'on a. On a tous les artistes avec lesquels il a collaboré, que ce soit Thomas des Daft Punk, les gars des Mafia Cafri, Kerry James, le gars du 113, on a beaucoup, en plus des compositeurs, des ingénieurs du son, des artistes qui ont collaboré avec lui, qui racontent son histoire, donc ça, encore une fois, c'est très bien. Et normalement, dans un documentaire, que ce soit dans une série ou dans un film, quand c'est un documentaire qui nous raconte l'histoire d'un gars ou d'une époque, on nous la raconte de manière chronologique, et là, c'est pas le cas. Dans DJ Mehdi, on nous la raconte de manière thématique, c'est-à-dire qu'on va d'abord nous raconter son travail dans la musique rap, avec les raps et toute la culture du sample qu'il va développer, et donc qui va aider les différents groupes dans lesquels il va bosser, ça, la Mafia Cafri, Kerry James et après le 113. Et après, on va nous raconter l'époque de la French Touch, où il est arrivé, il a vraiment découvert le travail de la musique électronique, des morceaux dansants et tout ça. Et à la fin, on va nous raconter comment il a bossé, il s'est un peu écarté du métier de sampleur qu'il avait au départ quand il était ado, et comment il a plus bossé comme directeur artistique pour développer des nouveaux talents, pour faire émerger des nouveaux artistes et tout ça. Et donc ça, c'est vachement bien foutu. Et puis encore une fois, mais le nombre d'archives, mais le nombre de vidéos ou même d'enregistrements audio où Mehdi apparaît, ça c'est très bien. Par exemple, à chaque début d'épisode, on nous met un petit extrait de Mehdi qui parle à quelqu'un dans sa chambre ou dans son studio, et on voit que ce mec-là, mais il est empli de bienveillance, il est empli de gentillesse. Ça, c'est un truc qui ressort beaucoup, hein. Je sais que dans beaucoup de documentaires qui racontent l'histoire des personnes, des différentes personnalités, généralement, on nous montre quand même qu'un artiste qui était un peu torturé, puis qui était un peu dur avec les autres et tout. Mais là, DJ Mehdi, on nous raconte, mais tout le monde nous raconte que c'était un gars qui était gentil avec tout le monde, qui était empli de bienveillance, qui voulait que tout se passe bien. Et ça aussi, c'est un truc qui fait qui rend encore plus tragique sa mort. Donc voilà, si vous n'avez toujours pas vu cette série, encore une fois, je ne peux que vous encourager d'aller la regarder. Je crois qu'elle est encore disponible sur la plateforme gratuite d'Arte, donc foncez. Et pour finir, voilà, je n'aurai pas beaucoup de séries d'animation, même quasiment pas du tout, mais voilà, la série d'animation que j'ai le plus appréciée cette année, c'est forcément X-Men 97. Voilà, encore une fois, si vous voulez ma critique plus longue, je vous la mettrai là en signé. Vous pouvez la voir et après revenir ici. X-Men 97, vraiment, encore une fois, voilà, je n'y croyais pas en ce projet, vraiment, quand ça a été annoncé par Disney+, j'étais en mode, mais non, laissez-nous tranquille, cette série, elle est bien, puis même moi, quand je vous ai dit, j'avais bien aimé X-Men Evolution, mais je n'ai pas envie de voir ça. D'ailleurs, par exemple, la prochaine série de Disney sur Spider-Man, Spider-Man The Friendly Neighborhood,
oh, elle a pas l'air bien cette série, et quand on sait les 2 dernières séries qu'ils ont faites de Spider-Man, ils les ont chiées, donc voilà, Disney+, qui nous annonçait une série X-Men, j'étais en mode, oh non, s'il vous plaît, laissez cette licence tranquille, nous la chiez pas, et bah c'était vachement bien. Ils ont vachement bien repris déjà l'esthétique de l'ancienne série, mais en plus, voilà, souvent, on a un problème de statu quo dans les séries d'anime, c'est-à-dire que vraiment, l'histoire n'avance jamais, les personnages ne changent jamais de ce qu'ils sont, ils restent toujours dans les archétypes dans lesquels on les a connus, et là, cette série, mais vraiment, à défoncer le statu quo en permanence, déjà commencer par la mort de Charles, faire passer Magneto comme nouveau directeur des X-Men, il y a d'autres trucs qui vont arriver, comme il y a des enfants qui vont apparaître, qui vont être envoyés dans le futur, puis ils vont revenir sur leur forme adulte dans le passé pour changer la timeline des événements. C'est vachement bien, en plus d'avoir des morts de personnages. Encore une fois, voilà, comment défoncer le statu quo en faisant ça, voilà. On a passé, je crois, 30 ou 40 ans d'animés sur les X-Men. Maintenant, il faut qu'on nous montre des animés où il y a des choses qui changent, des nouveaux personnages, des personnages qui meurent, des personnages qui se mettent ensemble et qui ont des enfants. Voilà, il faut nous montrer ça, il faut avancer, et ce que la série fait, donc, parfait. Aussi, l'arc de Genosha, voilà, qui dure 2 ou 3 épisodes, oh là, mais je crois que c'est un des meilleurs arcs que j'ai jamais vu, que j'ai vu de ma vie sur les X-Men, en tout cas en animation. Si vous l'avez pas vu, limite, regardez que les épisodes 3 et 4 de Genosha. La relation entre Gambit et Melissa est vachement explorée, et on nous montre des trucs, des relations autres. Faut pas que je spoil. Je veux dire, on va nous montrer, on va nous expliquer que Melissa a eu une autre relation avec un autre des X-Men avant de sortir avec Gambit. Et pour ceux qui n'étaient pas au courant, ça a fait un peu surprise, motherfucker. Et voilà, comme j'avais dit, cette série-là, elle nous montre tout le gigantisme qu'a besoin cette série pour exister. Et c'est très, très, très bien. Donc, pareil, j'attends la saison 2, mais à mort. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait une date de sortie, mais quand elle arrivera, c'est sûr, je la regarderai. Et ben voilà, c'était mon top des séries diffusées en 2024. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est les meilleures séries diffusées cette année, mais c'est les séries que moi, j'ai préféré regarder en 2024. Et bah, dans quelques jours sortira mon flop où je vous parlerai des séries que j'ai particulièrement détestées, en tout cas pas beaucoup aimées. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé mon top. À bientôt pour les flops, surtout à bientôt pour de nouvelles séries.